Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir. Merci de vous joindre à BSC TV pour suivre la rétrospective de l'actualité de la semaine. Au sommaire, un ballet diplomatique a été observé principalement avec la visite à Kinshasa de l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta comme facilitateur pour la résolution du conflit armé dans le Nord Kivu par le Rwanda via le M23. Après ses déboires avec la justice dans le procès dit des 100 jours, le numéro 1 de l'entreprise Samibo Congo, Sami Jamal, a annoncé la fin des travaux des 300 maisons préfabriquées destinées aux officiers des FARDC pour d'ici peu. En sport, CAN Handball féminin 2022, la RDC ne jouera pas la demi-finale car mise à l'échec face au Cameroun en quart de finale. La cité de l'Union africaine a vibré le week-end au rythme du ballet diplomatique sur la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC. Les retours de la paix au Nord Kivu étaient au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi avec ses invités, entre autres le président d'Angola et président en exercice de la CRGL, Joao Lourenço, le président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, Umaro Embalo Sissoko, ainsi que l'ancien président du Kenya et médiateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la montée des actions en rapport avec le processus du Nairobi et de Luanda. Le premier à arriver sur le sol congolais, c'est le président Joao Lourenço d'Angola, qui a insisté lors du tête-à-tête avec son homologue Félix Tshisekedi sur le maintien de dialogue entre Kinshasa et Kigali, mais aussi sur le déploiement du mécanisme de vérification abordé à Goma en RDC. La finalité est de parvenir au maintien d'un dialogue entre les autorités de la RDC et celles du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre les deux pays frères, a conclu les ministres des Affaires étrangères de l'Angola lors du point de presse. Les seconds tête-à-tête s'est effectué entre le chef de l'État de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, et son homologue congolais, qui souhaite un soutien diplomatique pour mettre fin à ces conflits. Dans la soirée, Félix Tshisekedi a rencontré les médiateurs de l'EAC, Uhuru Kenyatta, qui a appelé les Congolais à l'unité, rappelant son indignation face aux attaques de groupes armés occasionnant la mort innocente de plusieurs Congolais dans la partie est de la RDC. Pour rappel, c'est depuis mai 2022 que les affrontements ont retenti entre le FARDC et le M23 dans le territoire de Rutshuru, dont une vaste partie est sous contrôle de M23. Des multiples actions diplomatiques tentées par la RDC sont vaines et on espère que cette nouvelle session de pourparlers qui s'ouvre le 21 novembre à Nairobi mettra fin à cette tragédie. Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso-Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre parce que les feuilles de route qui ont été élaborées
à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis, indique clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. Plus de peur que de mal, la ville de Goma ne sera pas prise par la rébellion du M23 qui menace, rassure le commandant de la force régionale de l'Afrique de l'Est. Ce 16 novembre 2022 à Goma. Jeff Nyaga revient sur la présence des éléments de cette force à Goma depuis peu. Kuna nafasi ya mtu yote kuchukua mji wa Goma. As a force commander, that is very clear to me. We are here protect and defend the Goma International Airport, including the force headquarters. Le général-major Chiko Chintambwe, sous-chef d'état-major, lui reste optimiste quant au retour de la paix. Beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République, et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre partenaire. Une fois encore, merci mon grand, bienvenue. À Goma séjourne une grande délégation officielle du Kenya, dont l'ambassadeur Georges Nassafou et de nouvelles unités arrivées ce mercredi 16 novembre. Un fait qui réconforte l'évidence du complot international contre la RDC et qui expose l'occultisme occidental à paralyser le pays de Lumumba dans son élan non seulement d'affirmer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi de faire jouir à son peuple des richesses de son pays, de la paix et de la sécurité. Ces faits consistent en toutes les nuances et confusions qu'on entretient sur le sens de l'embargo d'armes sur la RDC. Il se trouve que d'une part, les Occidentaux et les Nations Unies affirment que la RDC n'est plus sous embargo depuis 2018, indiquant qu'il ne reste que la procédure de notification qui a été allégée par une notification de 2022, alors que d'autre part, des officiels du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, estiment que la RDC est dans une sorte d'embargo en vertu duquel elle ne peut pas acquérir certaines armes. Les médias signalent qu'un avion rempli d'effets militaires à destination de la RDC est cloué sur le sol français à cause de cette sorte d'embargo. La nuance apportée récemment par une délégation du Conseil de sécurité venue à Kinshasa sous la conduite du Gabonais Michel-Xavier Biang est donc à prendre sous réserve car l'exigence faite à tout fournisseur d'armes à la RDC de notifier au Conseil de sécurité la nature et la quantité d'armes achetées auprès de lui par l'État congolais prouve combien l'on veut maintenir faible la puissance de feu de la RDC face au Rwanda et à l'Ouganda qui sont utilisés comme fer de lance par le multinational de
puissances occidentales notoires, par le multinational de puissances occidentales notoires. En somme, outre l'impunité assurée à ces États, malgré les génocides, les crimes de guerre, les exactions et les innombrables viols de droits de l'homme, sans oublier le pillage de ressources de la RDC, la coalition des déstabilisateurs et pilleurs de richesses de la RDC s'est assurée qu'elle ne dissuade militairement aucun de ces États gendarmes instrumentalisés par eux dans leur élan de prédation contre la RDC. Et le pays de Mzee Kabila est encore obligé de faire des courbettes auprès des Nations Unies pour qu'on lève l'exigence des notifications de toute acquisition d'armes. Entre-temps, l'on contraint la RDC à des négociations avec ses agresseurs pendant que leurs suppôts de M23 et autres forces négatives gagnent du terrain et sèment des affres parmi les Congolais désemparés de l'axe allant du nord-est au sud-est de leur pays. Aux Congolais de s'élever pour juguler ce complot international contre leur pays considéré dont la négation de leurs droits comme un espace de libre commerce et d'approvisionnement en matières premières. Exprimer mon sentiment de remerciement à la Commission droits de l'homme au travers son président et son bureau pour nous avoir soumis à ces devoirs républicains de redevabilité. C'était vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir. Je sais que dans le cadre du contrôle parlementaire, j'ai été effectivement appelé ici pour répondre aux préoccupations des honorables députés et j'ai été obligé aussi par devoir de redevabilité. Alors un certain nombre de préoccupations des élus du peuple venant de la base qui touchait à la désactivation des écoles, la paie irrégulière des écoles, le paiement des NU, la mécanisation. Donc on est passé en revue presque sur tous les problèmes qui minent notre sous-secteur de l'EPST. Ça a été pour nous l'occasion de démontrer à la commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont été fournis déjà dans le cadre de notre sous-secteur en partant de l'état de lieu qu'on a fait quand on est arrivé. Et tout ce qui reste encore à faire et les moyens que cela nécessite en termes de ressources. Et là, j'en ai profité aussi de l'occasion parce que cet exercice intervient au moment où l'Assemblée nationale est en train d'examiner la loi des finances 2023. Si l'autorité budgétaire peut nous donner des moyens suffisants pour nous permettre de régler les grands problèmes qui se posent dans notre sous-secteur. Mais nous avons également sollicité l'appui de l'Assemblée nationale au travers de la Commission des droits de l'homme de nous aider en nous appuyant dans les démarches pour obtenir l'activation des ressources innovantes qui ont été identifiées dans les décrets du Premier ministre de manière à permettre à ce que notre système éducatif, au-delà du budget, accède à d'autres ressources innovantes qui viennent en appui pour éviter tous les problèmes que nous connaissons. Et j'ai reçu l'assurance, la promesse des députés nationaux qui vont nous appuyer pour qu'effectivement toutes ces ressources-là soient activées et que tous les verrous soient levés et même la question de la caisse des retraites des enseignants soit également activée. Partout où ça bloque, ils nous ont promis leur accompagnement. Nous ne sommes pas venus ici avec un état d'esprit particulier quant à dicter ce qui devrait arriver, mais plutôt dans un esprit de compréhension et du mandat qui nous a été donné. Nous sommes venus ici pour écouter le peuple du Congo, parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais juste de faciliter et ramener la paix parmi les différentes parties. Nous avons eu cette opportunité et nous avons entendu assez et nous envisageons maintenant par rapport au message que nous avons aujourd'hui, tous les groupes qui tiennent toujours les armes doivent déposer ces armes et choisir
la voie de la paix. Nous sommes ici comme partenaires et vous aussi êtes ici comme amis et partenaires du Congo. Nous devons travailler ensemble et mettre ensemble les idées pour nous rassurer que nous atteignions ce que notre partenaire veut en tant qu'amis, et c'est de la paix. Et nous avons eu une bonne discussion avec eux sur le fait qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement de la RDC et le peuple de la RDC pour atteindre cette assistance. Très animé et qui attire du monde depuis l'ouverture de ces villages à l'occasion du 18e sommet de la francophonie à Djerba. Répondant aux questions de nombreux visiteurs, le directeur Isidore Kwanza a rassuré toute la communauté francophone de l'effectivité des Jeux à Kinshasa en 2023, tout en soulignant la volonté et la détermination des autorités congolaises de réussir ces paris. Nous sommes ravis de participer à ce sommet qui est une opportunité de pouvoir renforcer la solidarité entre les pays francophones. Comme vous le savez bien, la RDC, c'est les deux pays francophones en termes de locuteurs. Et puis également, vous savez, cette conférence coïncide avec les 50 ans de la francophonie, dont la Tunisie, au travers le président Bourguiba, qui a lancé la francophonie. Nous sommes ravis de pouvoir participer. Et également pour votre information, vous savez, la RDC va pouvoir abriter l'année prochaine, entre juillet et août, les 20 Jeux de la francophonie. Donc nous sommes venus dire aux pays francophones de participer massivement. Il s'y est dénoté que c'est jeudi 17 novembre, les ministres de l'intégration régionale, Didier Mazenga et le directeur national des Jeux seront devant la presse à Djerba pour faire le point sur le préparatif des Jeux. À Kinshasa, des experts nationaux travaillent d'arrache-pied pour offrir les meilleurs Jeux de la francophonie à la communauté francophone du monde. En matière de migration et de demande d'asile, la Belgique veut mener une politique basée sur le respect des règles et de la dignité humaine. Voilà pourquoi, face à l'accroissement considérable des demandes de protection ou d'asile entre janvier et septembre 2022 par rapport au passé, la secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration, Nicole Demort, a tenu un point de presse sur la question jeudi 16 novembre dans la salle Erasmus à l'ambassade de Belgique pour sensibiliser les Congolais. Le message est clé de la secrétaire d'État belge. La possibilité pour les Congolais de se rendre en Belgique doit être promue, mais je répète, cela doit se faire tout en respectant la loi. En effet, il existe des façons régulières et irrégulières de migrer. Il est fondamental que les Congolais obtiennent les bonnes informations et migrent de manière régulière. Il s'agit de se protéger contre des difficultés inattendues à la frontière ou pendant le séjour. Des informations fiables et précises sont disponibles sur le site web du Centre européen des visas, l'ancien Maison Schengen. Nicole Demort a attiré l'attention sur l'existence de filières clandestines. Et je voudrais ici souligner l'existence d'une filière clandestine qui, au moment où je vous parle, envoie des milliers de jeunes Congolais à Chypre. Et en effet, il y a certaines agences, ici à Kinshasa aussi, qui, moyennant de grosses sommes d'argent, envoient des milliers de jeunes en Chypre via la Turquie, en leur promettant l'Eldorado européen et une arrivée rapide dans l'espace Schengen, notamment en Belgique ou en France. Et la plupart de ces jeunes sont bloqués, souvent enfermés, en attente de leur retour forcé en RDC. Après l'exposé de Nicole Demort, la parole a été accordée aux journalistes présents pour poser leurs questions. Il y a des procédures pour migrer vers l'Europe, pour des personnes qui ont trouvé un emploi, des personnes qui veulent travailler, des personnes qui veulent étudier. C'est possible, il y a des voies légales et ça c'est important de stresser et c'est la même chose en Chypre. Et donc on travaille ensemble avec la Chypre pour l'organisation du retour pour des personnes qui ne remplissent pas les critères d'asile.
Il faut noter que la secrétaire d'État belge a tenu ce point de presse à l'occasion de sa visite de travail du 13 au 17 novembre 2022 en RDC. Après son acquittement par la Cour d'appel de Kinshasa dans le fameux procès dit des 100 jours, Sami Jamal avait annoncé la reprise des travaux de montage des maisons préfabriquées au Kanchachi à Kinshasa vers le mois d'août. Il avait indiqué avoir fait venir 500 conteneurs, des matériaux nécessaires pour la reprise de ces travaux inscrits dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. Il avait déclaré à l'un des médias congolais qu'il allait d'abord monter 90 maisons au Kanchachi en plus ou moins 2 mois pour ensuite entamer immédiatement les travaux de Mbujimaï et Kananga. Ayant selon lui le monopole du secteur, Jamal avait indiqué que 500 conteneurs étaient déjà arrivés en Angola et en Tanzanie. Condamné au premier degré avec Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République Félix Tshisekedi, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal avait été acquitté comme tous les autres co-accusés par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 23 juin 2022, faute de preuves. Après les aventures du procès, Sami Jamal est maintenant en phase d'en finir avec les 300 maisons destinées aux officiers du Kanchachi ainsi qu'avec celle de Mbujimaï. Sa société Samibo Congo dit rester disposée à en monter d'autres dans les autres provinces de la RDC. La manière la plus efficace de reconstruire la confiance est de trouver un accord ambitieux et crédible sur les pertes et préjudices et le soutien financier aux pays en développement, a déclaré Antonio Guterres. La question des pertes et dommages inscrite officiellement à l'agenda de la conférence de l'ONU sur le climat à Sharm el-Sheikh continue de diviser avec les pays du Sud qui réclament l'établissement rapide d'un fonds dédié et ceux du Nord qui y sont globalement hostiles. Le temps de parler de la finance pour les pertes et dommages est terminé. Nous avons besoin d'action, a-t-il ajouté. Le secrétaire général des Nations Unies a constaté le fossé entre les pays du Nord et du Sud, mais a prévenu que le jeu des accusations mutuelles est une recette de destruction mutuelle assurée. Je vois la volonté de conserver l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, mais nous devons nous assurer que les engagements soient évidents dans les résultats de la COP27, a-t-il aussi dit. Enfin, il a pressé les pays d'agir sur la question cruciale de la finance pour aider les pays en développement à limiter leurs émissions et à s'adapter au changement climatique. 100 milliards de dollars annuels ont été promis en 2009 à ces fins par les pays développés, mais sans que ces sommes ne soient atteintes. Débuté le 6 novembre, c'est ce 18 novembre que la COP27 prend fin. La RDC y a largement participé en se présentant comme pays solution à la question climatique avec son bassin du Congo. Le chef religieux, le représentant légal, nous venons d'abord remercier les ministres pour la signature d'aujourd'hui pour la convention qui date de plus de 45 ans, qui vient d'être révisée. Vraiment, je remercie d'abord cette première vague, puisque ça va suivre mardi et puis vendredi, au nom de tous les représentants légaux, chefs religieux. Vraiment, je remercie le ministre des tutelles à qui nous avons signé le contrat de partenariat. En fait, c'est pour nous ici, à l'occasion de la signature de la convention scolaire avec l'État congolais à travers ce ministère de l'EPSP, occasion pour nous de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné cette opportunité parce que depuis plus ou moins 45 ans, l'ancienne convention est presque obsolète et quand bien même nous avons travaillé, mais c'était dans l'irrégularité et maintenant que nous avons la possibilité
de parler, nous avons la qualité. Après cette signature, nous pouvons accompagner valablement l'État congolais dans sa vision, dans sa mission, surtout en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Aussi, occasion de dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le ministre de tutelle, parce que c'est par sa main que nous avons quand même eu cette faveur. Sur la route Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda, longue de 560 km, seuls les 10 derniers kilomètres à l'entrée de la ville côtière de Mwanda sont encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue d'intenses pluies. Voilà le constat général tiré par le ministre en charge des infrastructures lors de cette visite de 3 jours passée dans le Congo central. Les 550 autres kilomètres de cette route sont revêtus soit d'un enduit monocouche, soit d'une couche de roulement en béton bitumineux complète. Mise en concession par un contrat signé en 2010, contrat renouvelé en 2015, ce tronçon de la route nationale numéro 1 est entre les mains de la Société de péage du Congo, Sopeco en sigle, qui y exécute des travaux de réhabilitation et d'entretien. Au deuxième jour de sa visite, le ministre s'est entretenu avec le gouverneur de la province qui souhaite plus d'apport de la concession dans son entité. C'est une chose qui sera analysée lors de la prochaine évaluation de la concession, a rassuré Alexis Guizaro. Au matin du jour suivant, sous les explications de la chef de mission de contrôle de l'ACGT, le ministre a mis le cap sur la ville de Boma. De cette étape, l'on retient notamment que la route complètement asphaltée au début de l'année 2021 sur les 98 km jusqu'à l'entrée de la ville est encore en bon état, hormis quelques endroits qui nécessitent un effort d'entretien, notamment en faisant le désherbage. Le ministre a aussi été conduit sur la route nationale numéro 12 qui va de Manterne à Tchela, puis à Luozi. À l'entrée de Boma, Mme Marie-Josée Nyongo, maire de la ville, a accueilli le ministre et lui a fait faire la visite de la voirie de la ville, réalisée grâce à la concession. La ville de Boma a bénéficié de cette concession d'un boulevard de 4 voies de 12 km et demi de long qui est achevé. La concession a également réalisé des travaux sur la traversée de la ville de la route nationale numéro 1 que les Bomatraciens appellent route vert-vert. Actuellement, sa couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur est en train d'être posée. Sur cette route a été jeté le pont Sindi sur la rivière du même nom. C'est un pont de 16 mètres de portée déjà ouvert à la circulation. Immédiatement après, le ministre a poursuivi vers Mwanda. Sur les 106 km de trajet, juste une dizaine est encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue des grandes pluies. La ville de Mwanda bénéficiera également de 6 km de route de 4 bandes sur toute sa traversée. Mwanda est une zone plane. L'évacuation des eaux sera faite au moyen de 3 immenses collecteurs, dont le premier est en cours de construction. Les 3 couvriront un linéaire de près de 3000 mètres, des ouvrages que le ministre a visités au 3e et dernier jour de son périple. Alexis Guizaro a également été voir la grande érosion de Kisimbi qui sera aussi traitée. Ici, il a instruit les services à travailler en étroite collaboration pour que le sillon de cette érosion soit transformé en un collecteur maçonné. Sur la route de Banana, le ministre a reçu les explications de la mission de contrôle dans la lutte de l'érosion côtière. Il est remarqué ici la perte des pales planches posées le long de la côte pour la protéger et protéger la route des mouvements de l'océan Atlantique. Les structures métalliques ont cédé. Une société exploitant le pétrole dans la zone a pris l'initiative d'en poser des nouveaux, faits de matériaux plastiques. Le séjour d'Alexis Guizaro au Congo central s'est terminé par la visite des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. L'identification du site déjà effectuée, quelques matériaux ont commencé à être entreposés, pendant que le génie militaire s'active à préparer la démolition des bâtiments du camp naval qui sera relocalisé en amont du fleuve vers l'entrée de la ville, au site appelé Kindofula. Il n'y aura pas de demi-finale pour les Léopards Handball Dames de la RDC dans cette 27e édition de la CAN Handball Sénégal 2022, ni de participation à la Coupe du Monde Handball Dames. Raison, les Congolaises ont été battues en quart de finale par les Camerounaises 22 contre 23, mercredi 16 novembre à l'Arena de Dakar. Une élimination qui fait mal à la RDC, vu qu'elle a affiché un bon visage dans cette compétition continentale, ayant fini à la phase de poule deuxième du groupe A derrière l'Angola. Jusqu'ici, en définitive, après 4 sorties, la RDC a remporté 2 victoires et concédé 2 défaites.
Débarqués de la course à la demi-finale et à la qualification à la Coupe du Monde, les Léopards Handball Dames seniors de la RDC ont eu droit au match de classement face à la Côte d'Ivoire ce jeudi pour la 5e place. Débarqués de la course à la demi-finale et à la qualification à la Coupe du Monde, les Léopards Handball Dames seniors de la RDC ont eu droit au match de classement face à la Côte d'Ivoire ce jeudi pour la 5e place dans cette 27e édition de la CAN Handball Dames seniors. C'est dans 2 jours que la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 démarre. Ça sera la 22e édition de la Coupe du Monde. 32 équipes s'affronteront à travers 64 matchs du 20 novembre au 18 décembre 2022. Les 32 sélections nationales sont réparties dans 8 groupes nommés par les lettres de l'alphabet des A à H. L'Afrique y est représentée par la sélection du Sénégal logée dans le groupe A, la sélection tunisienne dans le groupe D, la sélection marocaine dans le groupe F, le Cameroun est dans le groupe G et le Ghana dans le groupe H. Le calendrier a été naturellement défini par la Fédération internationale de football association FIFA. Les matchs se joueront à Doha, Al-Khor, Al-Rayyan, Al-Waka et Lusail. Initialement prévu le 21 novembre, le match d'ouverture qui mettra aux prises le Qatar, le pays organisateur et l'Équateur, a été décalé le dimanche 20 novembre à 17h, afin de conserver la tradition du match d'ouverture joué par le pays hôte. Ce sera au stade Al-Baït, qui dispose d'une pelouse naturelle et d'une capacité de plus de 60 000 places dans la ville de Al-Khor. La phase de poule se jouera du dimanche 20 novembre au vendredi 2 décembre. Le Sénégal, le premier pays africain à entrer en lice, jouera dès lundi 21 novembre contre les Pays-Bas à 17h locale. La Tunisie, le mardi 22 novembre à 14h, aux prises avec le Danemark. Le Maroc, le mercredi 23 novembre à 11h face à la Croatie. Le jeudi 24 novembre, le Cameroun affrontera la Suisse à 11h. Et le même jour à 17h, le Ghana jouera le Portugal. Après la phase de poule, 16 nations disputeront le 8e de finale du samedi 3 à mardi 6 décembre. 8 sélections joueront les quarts de finale du vendredi 9 à samedi 10 décembre. Les 4 qualifiés s'affronteront en demi-finale du mardi 13 à mercredi 14 décembre. C'est le samedi 17 décembre que se jouera la rencontre pour la 3e place et la finale L le dimanche 18 décembre au stade de Lusail qui dispose d'une pelouse naturelle et d'une capacité de 80 000 places. Notez par ailleurs que le président de la FIFA, Gianni Infantino, d'après ses propos dans un entretien exclusif accordé à Xinhua à l'approche de la Coupe du Monde 2022 depuis Bali au sommet du G20 le 16 novembre, il s'attend à ce que la Coupe du Monde au Qatar soit vue par 5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale. Pour ceux qui viennent de se brancher sur BSC TV, voici le rappel des titres de la semaine. Un ballet diplomatique a été observé principalement avec la visite à Kinshasa de l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta comme facilitateur pour la résolution du conflit armé dans le Nord Kivu par le Rwanda via le M23. Après ses déboires avec la justice dans le procès dit des 100 jours, le numéro 1 de l'entreprise Samibo Congo, Sami Jamal, a annoncé la fin des travaux des 300 maisons préfabriquées destinées aux officiers des FARDC pour d'ici peu. En sport, CAN Handball féminin 2022, la RDC ne jouera pas la demi-finale car mise à l'échec face au Cameroun en quart de finale. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.